Merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Aujourd'hui, donc nombreux pays représentés. Donc, je vois le Togo, Madagascar, le Burkina Faso, le Congo, le Mali, Maroc, Burundi, Tunisie, Guinée, France et encore bien d'autres. Donc, bienvenue. Donc, je donne la parole à Hélène Roger qui a organisé ce programme et qui va animer cette réunion avec vous. Merci. Merci Laëla et bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, aujourd'hui on va parler de la valorisation de l'expertise communautaire. Pourquoi ce thème? Parce que c'est un thème qui bien évidemment nous tient à cœur et c'est d'ailleurs un des objectifs de la plateforme ELSA. Notamment via son centre de ressources, mais pas uniquement. Il y a un centre de ressources, pour ceux qui ne le savent pas, qui est dédié justement à la mise en avant de l'expertise communautaire. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde de façon régulière, que ce soit au niveau des CE de la plateforme ELSA, des réunions qu'on a, en se disant comment est-ce qu'on peut travailler sur cette valorisation de l'expertise communautaire. Et c'est aussi bien évidemment au cœur des pratiques, aussi bien des associations membres que des associations partenaires. Et donc, du coup, on va dire que c'est très présent dans notre activité, dans notre quotidien. Et pourtant, en fait, cette question de la valorisation de l'expertise communautaire, elle semble toujours un peu difficile à appréhender et pose des questions spécifiques. Alors, c'est vrai qu'auparavant, cette expertise n'était même pas forcément reconnue ou identifiée. Et l'idée même que les communautaires puissent être des experts semblait encore difficile à faire accepter il y a quelques années. Et si aujourd'hui, cette approche communautaire et cette expertise communautaire, elle est pleinement intégrée, notamment par exemple dans les principes du renforcement des systèmes de santé, par le renforcement des systèmes communautaires notamment, ou dans les documents cadres de stratégie du Fonds mondial, on se rend compte qu'il y a toujours un peu de questions, et notamment sur qu'est-ce que ça veut dire, l'expertise communautaire, qu'est-ce qu'on met dedans, qui la définit, qui la valide, qui en est dépositaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est individuel ou collectif? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être identifié comme ça de façon un petit peu externe, ou est-ce qu'il faut forcément que ce soit les structures ou les personnes qui la mettent en avant? Enfin voilà, ça pose pas mal de questions. Et donc, on s'est dit qu'un cadre de concertation était un très bon outil, justement, pour revenir un petit peu sur ces questions et pour lancer aussi une certaine dynamique dans le cadre de ce qu'on a envie de faire pour la plateforme ELSA sur cette thématique. Voilà, donc cette expression qui est aujourd'hui une expression courante, on va la questionner et puis on va travailler un peu autour pendant toute la durée de ce cadre de concertation. Et du coup, on va avoir effectivement un retour à la définition de l'expertise communautaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se met en place? Qu'est-ce que ça recoupe? On a bien évidemment voulu vous présenter des exemples concrets de terrain avec des exemples du Togo et de Madagascar. Et l'idée là, c'est de pouvoir déjà valoriser l'expertise communautaire en parlant, mais aussi bien évidemment d'identifier un petit peu les facteurs qui favorisent cette valorisation et de mettre en lumière ces expertises. Et puis, il nous a semblé aussi vraiment intéressant de donner un peu un contrepoint en donnant la parole à un acteur qui cherche régulièrement à solliciter de l'expertise communautaire pour des missions de consultance, de renforcement de capacité et d'accompagnement, mais qui se trouve aussi confronté à certaines limites ou à des difficultés particulières pour valoriser cette expertise communautaire, et c'est l'initiative qui prendra la parole sur ce sujet. Voilà. Et puis bien évidemment, comme le disait Laïla, on est avide de vos questions sur ces différentes présentations. Alors comme elle le disait aussi Laïla, c'est un panel 100% féminin. Ce n'était pas un objectif en soi au départ, mais je vous avoue que je suis ravie que de parler de la valorisation de l'expertise communautaire soit aussi l'occasion de valoriser et la parole et la place des femmes dans cette expertise. Voilà, et du coup, je vais directement donner la parole à Daniela Rojas Castro, qui est donc directrice programme recherche communautaire à Coalition Plus, et Florence Giard, directrice adjointe de Coalition Plus, pour parler de cette expertise communautaire qui est travaillée depuis des années par Coalition Plus. Merci à vous deux. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Hélène et Laïla, pour cette invitation. Alors, on va faire une présentation à deux. C'est toujours un peu dur d'être le personne en charge de la présentation et de mettre un peu les cadres, notamment sur un sujet si vaste comme celui-là et qui peut être décliné de autant de façons. Mais allez, on va essayer de faire notre mieux, tout en sachant que ce qu'on peut dire ici en 10 minutes,
c'est hyper limité et qu'on pourrait, comme l'a dit avant Laïla, on pourrait passer des jours à discuter sur cet enjeu. Donc, on fera une présentation en binôme, donc, et une des choses qu'on a appris grâce à nos collègues de plaidoyer, c'est toujours de dire d'où on part, en fait. Et je laisse donc la parole à Florence pour dire qui sommes-nous, pourquoi on est là et quelle est notre façon de faire. Merci, bonjour à tous. Alors, juste vous dire rapidement donc, que Coalition Plus est une organisation, une union de 16 organisations communautaires de lutte contre le sida. Et à travers les différents réseaux portés par les organisations membres, c'est environ une centaine d'organisations communautaires qui sont dans le réseau global de Coalition Plus. On voulait surtout, avec Daniela, vous dire en 3 mots comment on vit la démarche communautaire au sein de Coalition Plus, puisqu'il est question de ça. D'abord, l'implication. On milite à Coalition, comme beaucoup, l'essentiel d'entre vous, pour que les personnes affectées par le VIH ou une hépatite soient systématiquement impliquées, associées dans les processus décisionnels qui les concernent. Le deuxième mot, c'est la gouvernance. La démarche communautaire guide aussi notre modèle de gouvernance parce que les associations membres de Coalition étant les mieux placées pour prendre les décisions stratégiques qui les concernent sont dans notre conseil d'administration, elles le composent. Et enfin, la question de la transformation sociale, parce que c'est un élément qu'on doit travailler dans cette question de l'expertise communautaire. Nous ne sommes pas uniquement des opérateurs de santé. Nous avons collectivement vocation à changer le regard des sociétés sur les personnes vivant avec le VIH, une hépatite, et également sur les populations clés de ces épidémies. Voilà, on voulait juste, comme le disait Daniela, vous dire un peu d'où on parle en termes de démarche communautaire avant de rentrer peut-être plus dans des concepts et des idées. Je pense que pour commencer, n'importe quelle discussion autour d'une définition d'un concept, une des choses les plus importantes est toujours de regarder l'histoire. Et parce que c'est rare que les choses que nous faisons, que nous travaillons, qu'on souhaite faire, n'ont pas été faites avant. Il y en a toujours eu des expériences au préalable, similaires, ou qui ont inspiré les choses que nous on fait en ce moment. Et c'est un exercice intéressant de voir justement, comme par exemple des questions sur l'expertise de la pauvreté. C'est quelque chose qui existait déjà dans les années 50 et en donnant lieu justement à des universités comme on a pu connaître dans les milieux VIH, comme on peut connaître dans les milieux VIH, qui ont donné même lieu à des certifications académiques. Mais on a aussi des expériences dans les champs de la diabète, dans lesquelles on parlait de savoir de l'expérience. Mais on pourrait aussi toucher d'autres. Hein. Il y a aussi des sourdes, par exemple aux États-Unis, qui ont aussi des expériences sur ces questions d'expertise de cette communauté. Mais c'est évident que l'émergence de mots, enfin, tout c'était des mots annexes. Là, quand on devient sur l'expertise communautaire, c'est quelque chose qui naît vraiment dans les années 80 avec la lutte contre le sida. Donc, même si c'est quelque chose qui est très lié à notre champ, on doit beaucoup à d'expériences précédentes qui touchent d'autres phénomènes sociaux et d'autres pathologies. Et on parle d'expertise et on ne va pas choisir parler des savoirs profanes, comme beaucoup de fois nous-mêmes on utilise ces mots. Et pareil, je tiens beaucoup à regarder l'essence des mots. Je pense que nous tous, on devrait faire beaucoup plus attention et avoir plus de rigueur sur pourquoi on utilise un mot ou un autre. Et je cherchais hier justement la question de, en fait, ça veut dire quoi profane, si on cherche la définition. Et bon, vous savez, là, la définition, et c'est qui est étranger, Moi, je dirais que notre expertise, tout ce qu'on sait faire, ce n'est pas étranger à notre domaine. Et c'est aussi une façon de dire que quelqu'un est ignorant en une science, en un art, ou qui n'est pas initié. Tandis que ce que nous, on veut exprimer par cette expertise communautaire ou par ce qu'on a appelé les savoirs profanes, c'est tout à fait le contraire. Donc, expertise vient justement donner une meilleure approche à ce qu'on veut faire valoir.
Et c'est le fait que c'est un acte qui permet justement d'estimer, d'évaluer une chose, qui nous permet d'attester, comme il dit là, l'authenticité, la valeur d'un phénomène. Et c'est ça l'expertise. Donc, c'était juste pour revenir sur les mots parce qu'il me semble toujours un exercice intéressant. On va utiliser ici une définition qui est présente dans un livre qui est en train d'être finalisé par Hélène Rosser et d'autres collaborateurs, dans lequel elle définit justement cette expertise communautaire comme la somme des savoirs expérientiels des patients mis en forme par une appropriation collective plus large, voire associative. Donc, ce que je trouve clé dans cette introduction, c'est la question des expérientiels. C'est un savoir, l'expertise communautaire, c'est quelque chose qui a à voir avec le fait que nous, on a une expérience en tant que des personnes malades, ou en tant que des personnes qui sont proches des malades. Hélène l'évoquait avant, est-ce que c'est quelque chose d'individuel ou de collectif? Je pense qu'il y en a des deux, comme ça ne pourrait pas être d'une autre façon. Évidemment qu'il existe une démarche individuelle dans le fait que cette expertise communautaire est basée sur le fait qu'on est des individus, des patients qui sont experts en notre pathologie. Et cette expertise est venue au tout début dans la lutte contre le sida par le fait qu'on a eu le premier essai clinique, il a fallu avoir l'implication et obtenir des informations des patients justement pour améliorer l'observance et aussi les aspects éthiques de ces essais cliniques, mais aussi parce que rapidement, on a dû mettre en place des activités de autosupport. Et pourquoi il fallait ça? Et pourquoi c'était quelque chose qui n'avait que les pairs qui pouvaient le faire? Parce que le milieu et le modèle biomédical n'étaient pas en capacité de combler ces besoins-là. Et ils n'avaient pas les compétences pour le faire. Et sur ça, il y a une très belle littérature de Denis Jodelet que je recommande vivement. Mais il y a aussi une démarche collective parce qu'on devient des experts citoyens. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que nous, on va s'aider entre nous, on va apporter une information en tant qu'individu, en tant que malade à quelqu'un, c'est aussi, on devient de ces structures, des collectifs, des personnes qui vont utiliser et prendre une place dans l'arène des pouvoirs. Et on va essayer, grâce à cet acte collectif, de changer la politique, de mettre sur l'agenda ce qui nous on sait qui est plus pertinent pour nous. Et donnant lieu, par exemple, à la démocratie sanitaire, j'imagine que les personnes qui vont parler après le plaidoyer en toucheront un mot. Quand on parle d'expertise communautaire, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler des pères éducateurs ou des agents de santé communautaire, parce que c'est bien les pères éducateurs qui vont faire l'interface entre ces milieux plus techniques, des chercheurs, des médecins, etc., avec le terrain, avec la réalité des personnes malades. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a bon à tenir plein de compétences très techniques, etc. On peut être très sympathique, on peut être géniaux. Jamais on n'arrivera à avoir une appropriation, une adhérence, une pérennité des choses que les acteurs communautaires peuvent faire que si on ne passe pas par eux. Ils sont indispensables pour ce processus. Et bien sûr qu'on compte sur eux pour des questions de recrutement, leurs études, etc. Et on en parlera après sur la question de comment on finance et comment on reconnaît cette tâche. Mais en tout cas, il est évident que ces pères éducateurs ont une expérience en tant que patients ou en tant que personnes qui appartiennent à une minorité, qui vont permettre justement de faire toutes ces activités que j'ai listées là et que vous connaissez parfaitement, tous ces actes d'information, de formation, etc., d'accompagnement, qui vont permettre de donner une offre de soins qui soit adaptée et qui vont permettre de donner une réponse efficace à la lutte contre le VIH.
Je veux, parce que je suis directrice de recherche, forcément toucher un petit mot avant de laisser la parole à Florence sur la recherche. Et pour dire que c'est un type d'expertise, c'est un champ de compétences dans lequel on a des choses à dire. Mais tout en sachant que, bien évidemment, quand on parle de recherche communautaire et on dit c'est un partenariat équitable entre les uns et les autres, il ne faut pas se faire des illusions, ce n'est pas un concept pur. Il y a toujours des curseurs qu'on bouge, qu'on négocie en fonction de projets, de nos ressources propres, de thématiques, des partenaires qu'on a en face. Mais en tout cas, il y a cette expertise que les acteurs de terrain peuvent nous donner sur comment mieux faire un projet, de comment adapter un questionnaire, de comment piloter, de quel langage utiliser, de comment passer un questionnaire ou pas, etc. Et parfois avec des difficultés de financement, je pense à des projets qu'on est en train de faire en ce moment, justement dans lesquels on a eu un savoir de terrain et une réactivité de terrain énorme sur un projet qui s'appelle EPIC, je ne sais pas si vous entendez parler, mais et on a eu beaucoup de mal justement à les faire financer parce que, surtout de la part des plus de scientifiques, parce que c'était trop avancé. Et donc, quand la réponse communautaire et l'expertise communautaire avancent trop vite, on est un peu décalé par rapport à les institutions. Et c'est bien évidemment une expertise qui doit se mettre au rythme des terrains, des plaidoyers, etc. Et ça donne des drôles de discussions et des challenges quotidiens, mais qu'on est bien content d'affronter. Et voilà, je ne veux pas m'attarder parce que Flore a plein mal de choses à dire, donc je laisse la parole à Flore. Merci. Alors, je vais faire vite. On voulait quand même évoquer la question de la reconnaissance de l'expertise communautaire qui fait partie intégrante des enjeux dont on doit parler. D'abord, sa légitimité en tant que structure complémentaire du système public. La reconnaissance de cette complémentarité-là entre les systèmes communautaires et le système public est vraiment inhérent à la pérennité des systèmes communautaires. À partir du moment où on aura une meilleure intégration de l'expertise communautaire, des acteurs communautaires, de ces métiers, de ces canaux d'action, on aura une solidité du monde communautaire et des systèmes communautaires qui sera beaucoup plus forte. Et ça, c'est une chose à laquelle il faut qu'on travaille collectivement, notamment en matière de plaidoyer. C'est une reconnaissance qui doit être faite à plusieurs niveaux. D'abord par les ministères de la Santé dans les pays, par les bailleurs qui pourraient exiger une meilleure rémunération, une meilleure visibilité des acteurs communautaires dans les projets, également par le Fonds mondial. Les acteurs communautaires et leur rémunération doivent être intégrés dans les notes conceptuelles. On le sait très bien au fur et à mesure des arbitrages dans les processus du Fonds mondial, la part des actions communautaires et la part du budget dédié aux actions communautaires est souvent réduite un petit peu quand même au fur et à mesure que le processus avance. Donc ça, c'est des questions qu'il faut qu'on porte collectivement. Et puis, sur la slide après, merci, il y a aussi la question du positionnement des experts communautaires dans le monde de l'expertise internationale. C'est aussi un levier très puissant de reconnaissance de l'expertise. Les champs de compétences des experts communautaires sont nombreux. Dans les organisations, il y a une diversité de profils, les acteurs de terrain, les soignants, des profils plus programmatiques. Donc, il y a énormément de ressources, je pense qu'on en reparlera. Il y a aussi des sujets sur lesquels les experts communautaires ont des plus-values très spécifiques, notamment sur le plaidoyer, on l'a vu avec les observatoires, sur les droits humains, sur des innovations aussi et la diffusion d'innovations largement dans les pays. La promotion de l'expertise communautaire, c'est un avantage pour les pourvoyeurs d'assistance technique. Je pense qu'on en parlera avec Rebecca. Ça permet d'avoir des profils plus divers, issus aussi davantage du monde francophone. Les anglophones ont sur nous un temps d'avance sur ça. Et puis, ça sert les organisations communautaires. Ça nous aide à renforcer notre crédibilité auprès des acteurs publics. Et c'est ce champ de l'expertise internationale, c'est un champ qu'on doit investir parce que ce sont des lieux d'influence majeurs sur les réponses au VIH et aux pandémies dans les pays. Donc, c'est vraiment un lieu sur lequel on doit avoir une place plus importante. Ça pose plein de questions. J'imagine que ça pourra faire l'objet du débat.
on a mis la qualité normative des experts, c'est-à-dire que la question qui est en jeu, ce n'est pas la qualité de l'expertise en elle-même, elle est forte et elle est là. La question, c'est nous rendre meilleurs en tant qu'experts avec tous les codes de l'expertise internationale. C'est ça qui est un peu compliqué et qu'on doit travailler aujourd'hui probablement pour être mieux inséré dans ces réseaux d'expertise internationale. C'est un peu ce vernis, entre guillemets, de l'expert qui doit être travaillé. Et puis, notre certitude que nous sommes des experts aussi. On est parfois confronté à une forme de mépris de la part du monde de l'expertise dit classique, académique, de la santé publique. Et on a parfois tendance à intégrer cette infériorité de l'expertise communautaire. Et ça, il faut qu'on le travaille pour nous-mêmes, pour se sentir pleinement légitime à intégrer ces réseaux-là. Ça pose plein de questions en termes de gestion des ressources humaines, en termes de planification, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont difficiles, mais qui ne sont pas sans solution. Et pour trouver des solutions, il faut qu'on s'y attaque et il faut qu'on le fasse. En fait, c'est un ensemble de savoirs qu'on a et qu'il faut qu'on y croit, mais qu'il faut formaliser. Et elle évoquait la question de comment améliorer la qualité de quand on fait une expertise. Pour la recherche, c'est la même chose. En fait, c'est peu importe le champ d'expertise, il y a une question d'encore gagner en technicité qu'il faut faire et pour laquelle il faut une formation, mais qu'il faut aussi valoriser. Et c'est une expertise sans laquelle on ne pourra pas donner une réponse adaptée aux problèmes de santé qui sont les nôtres dans la lutte contre le VIH. Et en tout cas, même si c'est une évidence, je ne peux pas ne pas le dire, il faut tenir compte que les experts communautaires, ce sont des acteurs à part entière qui méritent autant de respect que tous les autres experts. Et pas par leur savoir profane, mais par leur expertise communautaire. Merci beaucoup et merci notamment pour justement ce rappel sur les savoirs profanes parce que je sais que c'est une terminologie qui a eu vraiment son moment de gloire, on l'en voyait partout dans les conférences, le savoir profane et effectivement c'était lumineux ce que tu as montré Daniela, comme quoi c'est un contresens total par rapport à ce qu'on a envie de dire et ce qu'on a envie de mettre en avant. Donc non, c'était passionnant, merci beaucoup et puis aussi pour rappeler je trouve ce rôle important de nous-mêmes être et que les associations, les acteurs communautaires soient absolument convaincus de leur expertise. C'est sans doute le premier pas le plus important. Et voilà, et pour illustrer du coup ce que vous avez, un certain nombre de choses que vous avez montrées dans cette introduction, je vais tout de suite donner la parole à Alfredine Sitraka du mouvement malgache pour le planning familial. Qui va justement montrer la complémentarité de l'expertise communautaire avec le système public voilà, par l'expérience à la fois de plaidoyer et de capitalisation qui permet la valorisation de l'expertise communautaire du planning familial à Madagascar. Merci Alfredine. Bonjour à tout le monde. Je me présente tout d'abord. Je suis Sitraka Alfredine du mouvement malgache pour le planning familial à Madagascar. Je suis la secrétaire générale et fondatrice de cette association même. Je vous présente quelques points sur notre association qui a été créée en mai 2017 après le PASMI, dans le projet appui à la santé sexuelle, santé maternelle et infantile. Notre activité dans ce projet, c'est dans le santé sexuelle 3 et genre, afin d'améliorer la santé sexuelle reproductive, l'acceptabilité des jeunes femmes et accès aux services de soins. Notre mission, c'est de contribuer à la réduction de la mortalité infantile et maternelle. Notre domaine d'activité, c'est le renforcement de capacités sur les thématiques santé sexuelle 3 et genre, la sensibilisation à travers le groupe de parole et la mobilisation communautaire. Je vous présente quelques points sur la valorisation de nos expériences communautaires. On peut valoriser, comme Daniela et Florence a dit tout à l'heure, notre activité communautaire parce que nous, en tant qu'experts en matière de la communauté, on a pu avoir la crédibilité sur les thématiques nécessaires à Madagascar. Par exemple, je donne quelques exemples sur la coopération avec le ministère de la Santé, notre participation active sur les tables rondes concernant la planification familiale à Madagascar. Nous sommes aussi sollicités
à participer à des conférences sur la planification familiale, notre participation dans la coalition avortement, notre participation dans la communauté. Et pour mieux valoriser notre activité, il faut avoir des réseautages, par exemple des coopérations, des collaborations avec des associations partenaires comme FISA dans le même thématique santé sexuelle reproductive à Madagascar. Notre activité, nous avons aussi pu valoriser notre expérience sur la promulgation de notre loi PF qui vient de sortir récemment en 2017. C'est vraiment une double dynamisme de valorisation parce que même avant cette loi, on a pu tenir on a pu retenir dans nos projets des besoins de jeunes en matière nécessaire, l'accès aux soins à travers le groupe de parole qu'on fait. Notre rôle dans cette plaidoyer-là, c'est donner un développement des activités pour la définition de cette loi-là. Et c'est vraiment une réussite pour nous parce qu'après la loi a été sortie en 2017, nous avons été sollicités pour la plaidoyer de la loi avec le ministère de la Santé à partir de la comité planification familiale. Il y a aussi la promulgation de ces lois qui a accentué nos différentes dans la communauté, nos sensibilisations, surtout pour la santé des jeunes. C'est ce que Hélène a dit tout à l'heure aussi. On a vécu des difficultés, par exemple, sur les normes sociales un peu difficiles à déconstruire parfois, mais on arrive quand même à avoir des bons résultats, par exemple, des bons retours après notre activité, que la santé sexuelle dit en disant que c'est un tabou, c'est pas à discuter dans la communauté, c'est vraiment un sujet très sensible à Madagascar. Nous, MMPF, on a pu avoir une autorité, l'acronyme de cette santé sexuelle transgenre est devenu un mot neutre dans la société qu'on fait la sensibilisation. Je vous présente notre deuxième valorisation par rapport à notre capitalisation du projet PASMI. C'est vraiment une fierté pour nous parce que après on a fait une conception du livre Capitalisation dont vous avez pu vous procurer dans le ressource du plateforme ELSA qui s'intitule nos droits, nos choix, avec la collaboration de MFPF Paris et le plateforme ELSA, bien sûr. Cet outil met en valeur notre expérience communautaire. On voit toutes nos expériences, tous les témoignages de nos acteurs communautaires avec un travail collectif et très, très efficace de nos activités. On peut voir aussi dans cette livre de capitalisation les témoignages, les photos de tous les acteurs et les témoignages de tous les membres du groupe de parole qu'on a pu sensibiliser. Je vous donne quelques témoignages par rapport à cette livre-là. Dans ces livrets, notre objectif, c'est de participer à la libre parole de la santé sexuelle transgenre. Il y a quelques témoignages pour les formatrices, les animateurs et surtout les membres de groupes de parole qui disent que notre activité communautaire a pu changer leur comportement face à la IST, par exemple, de changer leur comportement envers les stigmatisations, les rumeurs concernant les PF, par exemple. Et cette livre-là, c'est vraiment une fierté, comme je vous dis, parce que après la publication de cette livre-là, on a beaucoup de demandes
beaucoup d'appels pour se renseigner sur notre activité. Et certaines associations même demandent, réalisent et s'inspirent dans cette livret-là. Par exemple, le projet HSR Jeunes de Médecins du Monde, qui s'est inspiré sur notre système de groupe de parole. Pour faire suite à cela, on peut dire que notre expertise est vraiment efficace aussi, parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui disent qu'après la sensibilisation, après notre activité, il y a beaucoup de fréquentation de centres de santé pour procurer, par exemple, de la produit PF, pour demander des renseignements concernant la santé sexuelle des jeunes surtout. Et il y a beaucoup de médecins qui disent que notre expertise a apporté beaucoup d'influence, beaucoup d'apports, surtout sur l'accès à la santé sexuelle des jeunes. Voilà quelques points sur notre activité communautaire. Notre suite d'activités, c'est toujours continuer à contribuer à la vulgarisation des lois. Et il y a aussi une nouvelle loi qui a été sortie en 2019 sur le VBG et aussi la plaidoyer sur la gratuité de certains services dans le santé sexuelle, en matière de santé sexuelle, et aussi notre recherche de réseautage avec la collaboration des autres associations ONG œuvrant dans la thématique SSR à Madagascar. Merci beaucoup, Alfredine. Eh bien, écoutez, les questions sont ouvertes. Si vous avez des questions par rapport à cette présentation, qui, je trouve, permet vraiment de bien montrer le rôle d'exemplarité aussi et de reproductibilité qu'il y a dans tout ce qui est expertise communautaire, que ce soit pour être repris au niveau national ou que ce soit pour être repris par d'autres organisations, et à quel point cette valorisation, elle est importante justement pour pouvoir partager ces expériences et les diffuser. Alors, on a une première question sur qu'est-ce que c'est que la coalition avortement dont tu parlais, Alfredine, si tu peux préciser. Merci. À Madagascar, dans la loi PF 2017, certes qu'on a pu avoir de bons résultats sur l'accès aux soins en travers la PF, mais pourtant, sur la loi de l'avortement, les Sénats de Madagascar ont refusé carrément et enlevé dans l'article l'avortement thérapeutique. Et ça veut dire que l'avortement Madagascar, même médical, thérapeutique et volontaire, sont tous interdits par la loi malgache. Et l'association MMPF a entré dans une coalition qui travaille, qui fait le plaidoyer pour dépénaliser l'avortement à Madagascar, même si on peut avoir l'avortement thérapeutique. Parce qu'après la loi 2017, cette loi sur l'avortement a été vraiment refusée par nos Sénats en décembre 2017. C'est ça, la comité avortement. On est entré dans ce comité-là pour avoir la dépénalisation de l'avortement à Madagascar. Merci Alfredine. Aussi, sur éventuellement, est-ce que le fait de travailler sur des questions qui sont des questions qui remettent justement un peu en question des aspects culturels, des tabous, on parle de sexualité, on parle de genre, on parle de la place des femmes. Est-ce que pour toi, Alfredine, l'expertise communautaire, elle a un rôle particulier pour aborder ces questions-là, et comment est-ce que tu vois un petit peu ces interactions? Oui, parce que certains, même ici dans la grande ville, dans la ville de Dana, cette question de sexualité, tout le monde pense que c'est vraiment un sujet pervers, vicieux, qu'on ne doit pas parler. Et l'expertise communautaire a une grande rôle concernant cela, parce que il faut bien expliquer c'est quoi exactement la sexualité.
Et c'est ça qui pose notre rôle, d'expliquer c'est quoi vraiment la sexualité, quel est notre droit en sexualité, en santé sexuelle. Et je trouve que c'est important et c'est vraiment un grand rôle pour les experts communautaires d'expliquer quel est vraiment le rôle de l'expert communautaire concernant cette rumeur, ce sujet tabou. Mais pourtant, on arrive quand même, quand on fait la sensibilisation, on arrive quand même à changer les mentalités, les attitudes, que parler de la sexualité, c'est un sujet tabou. C'est quoi être communautaire et quelle communauté? Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Communautaire, c'est être avec la communauté, sensibiliser, éduquer la communauté, faire comprendre ce que le droit dans la communauté, surtout sur les droits santé sexuelle que nous offrons. Oui, et du coup, moi, j'avais juste une question aussi par rapport à cet exercice de capitalisation que je trouve magnifique. Nos droits, nos choix, qui est vraiment un livret très parlant et très beau. Combien de temps ça vous a pris de travailler sur cet outil-là? Et qu'est-ce que ça a changé dans votre perception, à vous, de votre propre expertise? Ça nous a donné 2 mois d'activité, 2 mois de descente sur terrain, 2 mois de recueil de tous les témoignages, de prendre les photos avec nos photographes et tout. Et ça a changé notre façon de voir, parce que c'est vrai, certes qu'il y a des bons témoignages qui disent que notre activité, ça a donné beaucoup de changements dans la vie des gens, mais ça donne aussi une expérience et une leçon de comment on peut améliorer notre expertise dans la communauté, comment on peut améliorer notre intervention, notre vision, notre savoir-faire. Est-ce qu'on a besoin de s'améliorer un peu? Et ça a donné tout quoi. On a pu avoir, après la capitalisation, on a fait une formation et pour améliorer notre activité communautaire. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être de Christelle. Quelles sont les cibles touchées par ces actions et est-ce que les jeunes, les ados sont concernés ou juste les adultes? C'est plutôt les jeunes qui ont été concernés. Et nos cibles dans cette activité-là, c'est tous les adolescents, jeunes, surtout les femmes, mais on intègre aussi les hommes parce que l'activité communautaire sans intégrer les hommes n'est pas vraiment très efficace. Si on parle par exemple à la question des genres, si on n'intègre pas les hommes ou on ne donne pas les consciences aux femmes, parce qu'il y a aussi la culture de viol qui est vraiment très apaisant ici à Madagascar, d'accepter la violence telle qu'elle est, d'accepter que tu es une femme, que tu dois se soumettre devant un homme. Et nos cibles, c'est vraiment tout quoi, tous les adolescents, jeunes et femmes aussi. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Eugénie. Eugénie Tchedré, qui est psychologue à Espoir Vie Togo au Togo et qui va nous parler de l'expérience d'EVT sur la prise en charge des enfants et des adolescents et le développement de leur expertise communautaire à ce propos. Bonjour, merci Hélène et merci à Alferdine pour cette belle présentation. Je vais donc partager avec vous l'expertise communautaire d'Espoir Vie Togo et mon exposé s'intitule « La dynamique de la prise en charge de l'adolescent vivant avec le VIH au cœur de l'expertise communautaire de Espoir Vie Togo ». Donc, mon exposé va aborder 2 grandes rubriques. La première concerne comment l'expertise pédiatrique et de la prise en charge de l'adolescent s'est développée à Espoir Vie Togo et
dans quelle mesure cette expertise a été reconnue sur le plan national. En introduction, je vais donc dire que Espoir Vie Togo est la première association de prise en charge du VIH au Togo et compte à ses actifs 26 ans de vie et d'espoir partagé. Elle est devenue un centre de référence national et sous-régional avec des domaines d'expertise dont la prise en charge pédiatrique et celle de l'adolescent qui regorge 4 axes prioritaires, à savoir l'annonce, la problématique de l'adolescent vivant avec le VIH aux prises avec la sexualité, la péréducation et aujourd'hui un transfert de compétences qui se fait aux structures publiques et qui est le fruit de cette expertise développée au cours de toutes ces années. Donc, pour ce qui concerne le premier point, comment est-ce que cette expertise s'est développée au sein de Espoir Vie Togo? Bon, pour rappel, les premiers enfants qui ont été mis sous des ARV, et cela a été possible avec le projet Grandir en 2006, avec des formes pédiatriques qui venaient de la France et donc grâce à cette action. Et tout de suite, un volet accompagnement psychologique a été fortement associé et une expertise dans cette prise en charge psychologique de l'enfant et de l'adolescent a été développée à Espoir Vie Togo. Elle s'est donc véritablement lancée dans le partage de l'expérience communautaire de la prise en charge pédiatrique par des rencontres d'échanges sur le plan national et sur le plan international. En quoi consiste donc cette prise en charge psychologique? Parallèlement à la prise en charge par les ARV et pour répondre à beaucoup d'interrogations qui créent et entretiennent le mal-être chez ces adolescents et donc pour restaurer leur estime de soi fragilisée par le VIH, des interventions spécifiques ont été mises en route, à savoir des entretiens individuels avec les psychologues ou les conseillers, l'annonce, le soutien à l'observance, les groupes d'autosupport, les activités récréatives, des visites à domicile, des camps de vacances et des médiations, et aussi et surtout des sensibilisations et des formations thématiques à l'endroit des parents et des soignants. L'exemple du jeune de 26 ans que je prénomme Kokouvi, titulaire d'une licence et stagiaire dans une entreprise de la place, est un témoin parmi tant d'autres de l'impact de ce dispositif d'accompagnement psychologique. Orphelin total, il a intégré la file active de Espoir Vie Togo quand il avait 10 ans. Introverti de nature et suite à un arrêt volontaire de traitement à cause des effets secondaires indésirables liés aux ARV, il a été ramené aux soins grâce à cet accompagnement-là. Du fait de la proximité et de la bienveillance de l'équipe de soins et la solidarité de ses pairs, il est aujourd'hui un jeune plein d'ambition et engagé dans le soutien de ses pairs. Cela démontre une fois encore que la santé mentale reste une composante essentielle de la santé et encore plus pour ces adolescents. Quel est donc le rôle que joue la péréducation au sein de ce dispositif? Pendant les dernières années de Grandir, la thématique des adolescents a pris une place importante. Partant donc du postulat qu'à l'adolescence, qui est une période de questions, de doutes, d'interrogations, d'incertitudes, d'angoisse et de remise en cause, les groupes d'amis qui sont donc des pairs vont avoir plus d'importance que la famille. Et cette influence qu'on souhaite positive a été mise à contribution par la formation d'un noyau de pères éducateurs. Ces pères éducateurs interviennent principalement sur 3 axes définis que sont le soutien à l'observance au traitement, la santé sexuelle de la reproduction et le soutien en ce qui concerne la vie scolaire, estudiantine ou de formation professionnelle. Donc, ces pairs relaient des informations utiles à leurs pairs ou remontent des situations concrètes aux soignants, notamment des arrêts volontaires de traitement, des conflits familiaux, des abus ou des maltraitances, des situations, dans tous les cas difficiles, qui mettent à mal l'équilibre émotionnel de ces adolescents. Ces interventions, donc de ces pères éducateurs, favorisent le maintien de certains de leurs pairs dans les soins et contribuent à leur plein épanouissement. En témoigne le cas de l'adolescente que je prénomme Blandine de 17 ans, qui a fait de multiples ruptures, un arrêt volontaire de traitement et était en échec virologique il y a de cela 2 ans. Malgré les interventions des soignants et les échanges avec sa mère, la situation ne se normalisait pas. C'est grâce aux pères éducateurs qui l'ont mobilisé à nouveau à participer aux rencontres collectives, aux entretiens individuels entre pairs, qu'elle a repris son traitement avec une charge virale qui est revenue il y a de cela juste 1 semaine indétectable. Comment donc
se définir la complémentarité de cette offre avec le système public. Notons que ces actions n'existaient pas dans les sites publics. On se contentait de prescrire les ARV aux parents pour leurs enfants. Le volet psychosocial, qui vient en complément au volet purement médical, est aujourd'hui valorisé. Le Fonds mondial, dans ses subventions, a retenu des activités d'accompagnement psychosocial pour ces adolescents, notamment des activités de groupe de parole et des activités d'éducation thérapeutique de groupe. Je vais maintenant aborder la deuxième rubrique qui concerne la reconnaissance de l'expertise pédiatrique de la prise en charge de l'adolescent de l'Espoir Vie Togo sur le plan national. Les premières collaborations avec le secteur public se sont construites à l'initiative de Espoir Vie Togo. On note à cet effet que Espoir Vie Togo, en 2010, avait sollicité un financement de SIDAction pour implémenter un programme d'éducation thérapeutique parce qu'il y avait beaucoup d'échecs de traitement au sein de sa file active. Déjà, lors de cette formation, des référents de sites publics ont été associés. Espoir Vie Togo a ensuite, durant la même année, participé à un forum des ONG avec la plateforme et l'expertise de la prise en charge pédiatrique a été présentée. L'État a donc compris qu'il y avait une expertise développée à Espoir Vie Togo. Des sites publics comme le CHU Campus, par exemple, avaient demandé à venir voir comment on animait les groupes de parole et l'UNICEF également s'y intéressait. Ensuite, une formation sur la prise en charge pédiatrique qui a regroupé les parrains pédiatriques associés au PNLS, y compris le volet psychologique, a été animée et a encore permis de lever plus haut l'expertise psychologique que Espoir Vie Togo développait. Le projet GSK en 2010 a ensuite été testé avec le PNLS. Ce projet porté par le programme était un projet avec un volet purement accompagnement psychologique où l'expertise de EVT a été portée comme une ONG ayant déjà l'expertise sur l'annonce, le processus de l'annonce, notamment la problématique de l'adolescence vivant avec le VIH et la formation des parents tuteurs d'enfants et d'adolescents vivant avec le VIH. Le processus de l'annonce a donc été institué dans ces sites publics avec des modules de formation et une forme de supervision formative pour leur apprendre l'annonce sur les sites identifiés sur toute l'étendue du territoire. C'était la première tentative de collaboration structure publique, structure associative qui n'était pas formalisée en tant que telle, mais où les responsables de mission étaient des experts de Espoir Vie Togo associés à l'unité de prise en charge médicale du PNLS. Bon, quelles sont donc les difficultés rencontrées? Au même moment où on apporte l'expertise, la partie nationale sollicite qu'on mette les moyens que SIDAction met à notre disposition, alors que le budget de SIDAction ne permet pas de financer des structures publiques. Car notons que notre expertise est née de l'appui technique et financier de SIDAction. Nous avons donc fait avec le PNLS un plaidoyer pour que le Fonds mondial et l'UNICEF acceptent de financer des groupes de parole pour adolescents sur des sites publics associés. Je vais donc poursuivre avec le projet qui est mis en œuvre actuellement. C'est le projet ADO, un projet de formation et d'empowerment pour un accompagnement renforcé des adolescents et jeunes filles infectées ou affectées par le VIH. Ce projet a pour objectif de contribuer à réduire la morbimortalité parmi les adolescents et jeunes vivant avec le VIH, et ce, à travers un renforcement du partenariat structure publique, structure associative. Ce projet est mis en œuvre au Togo par le PNLS et Espoir Vie Togo, auxquels sont associés 6 sites publics identifiés dans les 6 régions sanitaires du pays. Ce projet ADO, qui est essentiellement un projet de renforcement des capacités, est aujourd'hui le porte-flambeau de l'expertise de Espoir Vie Togo, porté par le PNLS. En témoigne la formation du pool de formateurs formés par des experts de Espoir Vie Togo associés au PNLS, la formation de soignants tenue en grande partie par les experts associatifs. Et disons aussi en passant que ces soignants sont de profils variés, allant des médicaux, psychosociaux et même des spécialistes pédiatres et cardiologues qui viennent apprendre de nous. Ajoutons aussi que pour des consultations nationales, les experts de EVT sont beaucoup sollicités sur la question du VIH. En conclusion, je vais donc dire que la construction et la valorisation de l'expertise communautaire se fait au fil du temps et sur des axes bien définis. Espoir Vie Togo a aujourd'hui une expertise reconnue et acceptée.
des communautaires qui forment des acteurs du secteur public qui l'auraient pensé il y a quelques années. C'est une réelle et vraie valorisation de l'expertise communautaire. Cette expertise a été rendue possible grâce au soutien financier technique de SIDAction, l'Initiative Développement, l'Agence française de développement et Expertise France, grâce aussi à l'engagement des soignants que je salue vivement et aussi grâce au courage et à la grandeur d'esprit de ces adolescents et jeunes vivant avec le VIH. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup Eugénie et merci pour ce gros clin d'œil à tous les adolescents qui participent au projet de VT. C'est vrai que leur action est absolument formidable. Et merci aussi d'avoir rappelé que la valorisation de l'expertise communautaire, ça peut aussi amener à des renversements de rôle où on trouve quelque chose qu'on n'aurait encore une fois pas imaginé il y a quelques années. Des communautaires qui forment des médecins au niveau national. Voilà, et du coup, ça vient forcément aussi questionner un peu je dirais, les rapports de force qui existent dans un système qui est un système très médicalisé, assez hiérarchisé, et où les communautaires doivent un peu jouer des coudes et faire leur place, et ce n'est pas toujours simple. Mais voilà, je trouve que l'expérience et l'exemple de VT est vraiment intéressant pour ça. Alors, nous avons une première question sur quelles sont les principales raisons qui amènent les adolescentes à arrêter le traitement. Les parents sont-ils impliqués dans l'accompagnement psychosocial des ados ? Au fait, plusieurs raisons expliquent les arrêts de traitement. Tout d'abord, notons que les parents sont impliqués dans l'accompagnement psychosocial de leurs enfants. Mais comme vous le savez, à un moment donné, on se fatigue, on a d'autres priorités et on finit par abandonner. Au rang de ces facteurs, on note aussi des problèmes sociaux que nous connaissons tous. Des pertes, à un moment donné, un parent qui décède, un échec quelconque, et aussi et surtout la lassitude d'être sous traitement depuis toutes ces années-là qui se fait ressentir de plus en plus. Voilà. Merci beaucoup. Oui, moi j'avais une question spécifique un peu sur la prise en charge psychologique, parce que c'est vrai que quand EVT a commencé ce travail d'accompagnement psychologique, c'est quelque chose qui était encore assez peu évident en tout cas. Et est-ce que pour toi, en tant que psychologue, cette reconnaissance de cette expertise au niveau psychologique, elle est plus compliquée? Est-ce que tu trouves qu'il y a des freins spécifiques par rapport à ça? Voilà, comment est un peu toi ta perception en tant que psychologue? Bon, cette expertise, elle s'acquiert avec le temps. C'est vrai que pour ma propre expérience, quand j'ai commencé, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais apporter à ces enfants et ces adolescents. Mais tout a commencé avec l'engagement et la passion. C'est ça, au fait, qui m'a guidée. Maintenant, c'est un peu compliqué à un moment donné parce que beaucoup de facteurs rentrent en jeu. On a bien envie de bien faire, mais quand je prends par exemple le milieu social qui impacte cet accompagnement-là et aussi l'adolescence en elle-même qui est une période difficile et complexe à prendre en compte. Donc, à un moment donné, ça peut être compliqué, mais cette expertise, au fait, je le répète, s'acquiert avec le temps. Quand on y met de l'engagement, de la passion et qu'on a envie de bien faire, ça marche toujours. Ce n'est jamais parfait, mais je pense que nous sommes arrivés quand même à apporter de la vie, de la lumière dans l'existence de ces adolescents et jeunes vivant avec le VIH et aussi de leur entourage proche. Merci. Alors, 2 questions. Aliou Silla, bonjour Aliou, ravi de te voir parmi nous, qui demande si cette expérience a été documentée. Et puis Léonie de SOS SIDA qui demande si pensez-vous que les jeunes pères éducateurs ont une technique différente de celle des prestataires pour que leur message auprès de leurs pairs soit mieux perçu que ceux des soignants? Bon, je pense que la technique et la différence par rapport à la technique, c'est qu'ils sont de la même génération, ils ont le même âge. C'est plus facile de partager certaines préoccupations avec un père qui rencontrent les mêmes difficultés que moi. Parce que les adolescents, à un moment donné, ont l'impression que les adultes ne les comprennent pas. Mais entre eux, ils peuvent facilement se confier. Nous avons produit quelque chose et bon, c'est en cours aussi avec
et Grandir ensemble qui veut mettre à contribution l'expertise de toutes les associations qui ont travaillé avec Grandir. Et actuellement, il y a déjà un guide de la péréducation qui a pris en compte toute cette expertise-là, que SIDAction a déjà mise à disposition. Okay, merci Eugénie. Et une question de Léonie justement sur les pères éducateurs qui dit « Nous connaissons des difficultés dans le travail avec quelques pères éducateurs à cause de leur niveau d'études qui est bas pour la plupart. Comment relevez-vous ce défi si vous en connaissez ?» Oui, bon, je pense que déjà identifier des pères éducateurs passe aussi par des critères de sélection. Maintenant, il y a sûrement une raison pour laquelle ces pères éducateurs ont été identifiés malgré leur niveau qui n'est pas très élevé. Maintenant, je pense que le jeu se joue au niveau de cette identification-là. Il faut pouvoir identifier des pères éducateurs qui vont aider sur plusieurs plans. Et donc, je pense qu'il faut encore recenser, identifier de pères éducateurs qui vont se faire quand même appuyer par ces derniers qui ont sûrement de l'expertise en ce qui concerne l'approche de la péréducation. Merci beaucoup Eugénie. Du coup, je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Donc, c'est Rebecca Gillard de l'initiative et qui, du coup, va nous parler un petit peu de ce que fait l'initiative et des enjeux aussi que ça pose pour l'initiative de travailler sur la valorisation de l'expertise communautaire. Merci beaucoup, Rebecca, d'être avec nous. Merci, Hélène. Merci beaucoup pour l'invitation à ce cadre de concertation parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à l'initiative au sein de l'équipe, mais également au sein du comité de pilotage. Donc, l'initiative en 2 mots, depuis maintenant 10 ans, la France réserve une fraction de sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour l'initiative, donc ex-initiative 5%. Donc, l'initiative est au sein d'Expertise France. Donc, cette contribution, pour qu'elle appuie des projets complémentaires à ceux du Fonds mondial et qu'elle mobilise de l'assistance technique auprès des partenaires qui en font la demande. Donc, ça peut être par exemple des appuis aux demandes de financement, des appuis pour l'amélioration de l'efficience des subventions du Fonds mondial ou un appui pour le renforcement des capacités des acteurs en lien avec les 3 pandémies dans les pays. Donc, l'initiative est pourvoyeur et recruteur d'assistance technique et notamment d'expertise communautaire. On a identifié en regardant les missions d'assistance technique qui ont été validées ces dernières années 2 grands types de mobilisation d'expertise communautaire. Dans le premier cas, c'est une mobilisation d'associations qui viennent en appui à d'autres associations. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, on a eu l'appui au RENI+, qui est le réseau nigérien des personnes vivant avec le VIH au Niger, dans son rôle de récipiendaire secondaire. Le RENI+, a été appuyé par Arcade Sida. On a également mobilisé la plateforme de l'Océan Indien de Coalition Plus via PILS, mais également l'association Parapluie Rouge pour l'appui à la formation des formateurs et des traders pour la phase pilote de dépistage communautaire à Madagascar. On a également contribué au renforcement du capacité du RENAPIF, la mobilisation de ressources et la mission d'observatoire du RENAPC au Congo-Brazzaville. Là, c'est la plateforme d'Afrique centrale et de l'Est de Coalition Plus qui travaille actuellement avec le RENAPC. Et enfin, l'accompagnement d'Arcade Santé Plus, donc les bénéficiaires communautaires de la subvention VIH-TB au Mali et qui est appuyé sur la partie communautaire TB par Alliance Côte d'Ivoire, qui est l'association étant elle-même devenue filière communautaire tuberculose en 2015. Donc, en général, dans le cadre de mobilisation de structures, elles sont identifiées en amont de la demande et sont validées par le comité de pilotage. Il n'y a pas d'appel à candidature ouvert. Comme on a pu le voir, ça concerne un éventail relativement large de thématiques. Ça peut être un appui technique comme le dépistage démédicalisé. D'ailleurs, sur l'appui de la PFOI, ce n'était pas uniquement
au niveau associatif, mais c'était également à la demande du CNLS de Madagascar. Ça peut être un appui aussi organisationnel, on le voit, sur la gestion, sur le management associatif ou en termes de plaidoyer. Dans ces cas-là, la contractualisation se fait avec les associations en direct, avec différents modes d'indemnisation des salariés mobilisés. Ces modes d'indemnisation étant propres à chacune des associations qui appuient d'autres structures. Donc ça, c'est vraiment d'un côté des associations qui mettent à disposition du personnel pour appuyer d'autres associations à leur demande. L'autre grande modalité de mobilisation d'experts communautaires se fait via des appels à candidature. À l'initiative, nous intégrons de plus en plus systématiquement une expertise communautaire dans les missions d'assistance technique, avec notamment la volonté ferme des membres du comité de pilotage d'intégrer cette dimension dans toutes les missions liées aux requêtes de financement du Fonds mondial, dans le cas où cette expertise n'est pas fournie par ailleurs, comme sur le NFM3 qui est très récemment, ou encore sur le mécanisme C19RM, donc des subventions du Fonds mondial complémentaires pour la réponse à la crise Covid. Là, par exemple, sur ce mécanisme C19RM, 28 missions sur 29 ont pris en compte la composante communautaire. Donc, comme je vous le disais, la plupart du temps, à la demande des membres du comité de pilotage, quand cette demande n'était pas, quand cette expertise n'était pas demandée dans la demande initiale. Donc, on a pu identifier, de notre point de vue, 4 limites à la mobilisation de l'expertise communautaire. D'une part, sur la définition de cette expertise communautaire, elle peut être différente en fonction des missions d'assistance technique, donc VIH, TB, composante RSS. On note une diversité des profils. Les consultants ne sont pas toujours issus des associations, mais ont pu développer une fibre, une sensibilité de compétences dans l'appui aux organisations de la société civile. Est-ce que dans ces cas-là, on peut considérer qu'ils sont, entre guillemets, communautaires ? Parmi les limites, on a des difficultés à mobiliser de nombreux experts communautaires sur une période restreinte. Donc, c'est le cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les demandes de financement ou au Fonds mondial. Il y a une augmentation des besoins de mobilisation d'expertise communautaire, mais le nombre d'experts que nous avons identifiés est relativement restreint, donc ce qui entraîne une surmobilisation du même pool d'experts. Dans ces circonstances, on fait plusieurs constats, à sortir surtout de questions. On a identifié un risque d'effet d'éviction pour les organisations dont sont issus les experts. C'est la gestion des RH qui a été mentionnée tout à l'heure par Florence. En effet, beaucoup d'experts communautaires mobilisés à titre individuel ont toujours des fonctions dans des associations. Donc, la question qu'on se pose, c'est en renforçant la place de l'expertise communautaire dans les assistances techniques et dans le renforcement des capacités, ne prend-on pas le risque d'appauvrir dans le même temps les organisations communautaires ? La question se pose du statut pour ces experts. Est-ce qu'ils deviennent consultants ? Est-ce qu'ils sont mobilisés sur leur temps de vacances ou comptabilisés comme du temps de travail dans les associations ? Est-ce qu'on les considère toujours comme communautaires s'ils deviennent consultants professionnels et qu'au final, ils ne travaillent plus dans les associations ? Voilà, c'est des questions que nous nous posons. La quatrième limite, si on peut appeler ça une limite, c'est sur le renforcement des compétences des experts communautaires. Donc, à l'initiative, nous n'avons absolument aucun doute sur la plus-value de mobiliser de l'expertise communautaire pour les compétences apportées, pour l'expertise reconnue tant au niveau technique qu'au niveau organisationnel, pour leur expérience, leur proximité avec les problématiques de terrain, leur légitimité. Donc ça ne nous pose absolument aucun doute. En revanche, on a pu remarquer que certains experts communautaires
étaient excellents dans leur domaine d'expertise et avec quelques faiblesses sur la partie redevabilité, sur la partie compte-rendu de mission, les livrables, ce genre de choses. Et comme le disait Florence également tout à l'heure, on se pose la question de est-ce qu'il y aurait un moyen de renforcer ces experts sur cette partie plus de rédaction des comptes rendus, un peu le cadre est exigé par nous, pourvoyeurs d'assistance technique. On sait qu'en général, l'appui a été réalisé, mais quelquefois, les livrables ou les comptes rendus ne sont pas forcément au niveau que nous attendons. Ce n'est pas du tout le cas de tous, hein, mais on a pu identifier quelques faiblesses dans ce domaine-là. Donc, on a en fait beaucoup de questionnements pour améliorer la mobilisation. Comment s'assurer de ne pas sursolliciter les mêmes experts. Nous pouvons faire un suivi en interne. Est-ce qu'il faut limiter le nombre de missions d'assistance technique que nous accordons aux experts identifiés? Il faudrait qu'on puisse diversifier le pool d'experts. On se pose aussi la question de manière plus large de il y aurait un moyen d'appuyer les associations à former la relève pour assurer la gestion des structures lorsque les dirigeants et les cadres sont mobilisés à l'extérieur, ou au moins s'assurer que ces actions sont mises en place dans ce sens pour être sûr qu'on ne vide pas les associations de leurs cadres sans que la jeune génération arrive. Et enfin, c'est ce que je disais dans mon dernier point tout à l'heure, comment renforcer les compétences des experts communautaires sur la partie plus compte-rendu livrable. Pour information, à l'initiative, on est en train de monter un groupe de travail interne sur, de manière plus générale, la santé communautaire, la valorisation de l'expertise communautaire avec toutes les questions qu'elle soulève pourrait être une thématique de travail. Et je suis par conséquent très intéressée par la discussion avec vous, association. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rebecca. Les appels sont entendus. Aussi bien un groupe de travail. J'adore faire des groupes de travail avec l'initiative. C'est toujours très intéressant. Mais aussi l'appel à la diversification des expertises. J'espère que tout le monde l'a bien entendu, parce que c'est aussi comme ça, en étant expert pour des structures comme l'initiative, que cette expertise communautaire, elle est valorisée et qu'elle est bien mise en avant. Donc voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, une question sur « Bonjour, je n'ai pas bien compris le processus de mobilisation des experts communautaires par Expertise France. Y a-t-il une base de données d'experts communautaires et comment les recrute-t-on » On n'a pas à proprement parler de base de données communautaires. Pour chaque besoin, on fait un appel à candidature externe sur notamment le site d'Expertise France. Donc, toute personne expert communautaire peut postuler aux appels à candidature. Mais du coup, je prolonge la question, qui valide la qualité de l'expertise ? Le recrutement, déjà pour commencer, est validé par les chargés de projet. En fait, chaque chargé de projet a un portefeuille de pays, donc lance l'appel à candidature et recrute. Et après, la validation de l'expertise, c'est sur les livrables, sur la manière dont s'est passée la mission, c'est également les chargés de projet. Et peut-être du coup, est-ce qu'il y a des sujets, des thématiques plus spécifiquement sur lesquels vous avez du mal à mobiliser de l'expertise communautaire ? Par exemple, sur la tuberculose, on a très peu d'experts communautaires identifiés. Voilà, ça c'est une thématique sur laquelle on a vraiment très peu d'experts. Et après, ce qui rend difficile de mobiliser les consultants, c'est qu'en général, il y a plusieurs appels à candidature en même temps et qu'il y a un peu une mise en concurrence. Donc, notamment l'année dernière, en 2020, sur les demandes de financement au Fonds mondial, on pouvait avoir 10 demandes en même temps et pas forcément 10 personnes. Donc, voilà. Et c'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des personnes qui ont un excellent profil pour faire ça, qui se sont retrouvées à enchaîner les missions d'assistance technique de pays en pays, tout en étant cadre dans des associations, en fait. Et comme nous, on avait besoin d'assistance technique
d'expertise communautaire, on les a embauchés sur de l'assistance technique au détriment des associations. Et ça nous pose question. Même si c'est une belle évolution professionnelle pour ces personnes, mais pour les associations, c'est questionnant. Oui, merci beaucoup de partager ça avec nous parce que tous les pourvoyeurs d'assistance technique n'ont pas cette transparence et ces questionnements-là. Et du coup, je trouve ça vraiment important d'entendre ça et de voir que c'est aussi d'un autre point de vue comment ça se passe et quelles questions on peut avoir quand on est dans cette volonté justement de mieux représenter l'expertise communautaire et que finalement, ça pose un certain nombre d'autres questions et que du coup, il faut aussi que les organisations communautaires réfléchissent à ça, c'est-à-dire se disent en quoi est-ce que nous, on a mis en place des systèmes qui permettent que cette expertise, elle soit sollicitée, qu'elle soit reconnue, mais aussi qu'elle soit employée, on va dire. Et voilà, c'est important aussi d'avoir ça en tête. J'ai une question de Aliusila qui demandait que compte faire l'initiative pour promouvoir l'expertise communautaire auprès des pourvoyeurs d'assistance technique. J'avoue qu'on ne fait pas vraiment de promotion auprès des autres pourvoyeurs d'assistance technique, ayant nous-mêmes besoin de recruter. Après, si on nous demande une référence, parce qu'effectivement, il y a des consultants qui travaillent pour nous, mais comme je le disais tout à l'heure, qui travaillent également pour d'autres, comme ça peut être Gardi, du Fonds mondial ou d'autres pourvoyeurs d'assistance technique. Moi, j'ajouterais juste une chose, parce que c'est aussi une problématique à laquelle on est confronté, notamment quand on veut valoriser l'expertise des partenaires. C'est aussi, il y a des expertises très spécifiques, je trouve, en Afrique de l'Ouest et du Centre, pour plein de raisons qu'on ne va pas aborder ici. Mais voilà, et en fait, là où on est aussi frustré des fois, c'est de ne pas pouvoir faire de lien, notamment avec les milieux anglophones, et ouvrir des échanges sur cette expertise communautaire, parce que finalement, le communautaire, et comme le disait Daniela, ce n'est pas du tout quelque chose d'homogène et ce n'est pas du tout quelque chose… Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup d'expertises diverses et variées. Et ça, la promotion de cette expertise africaine francophone, c'est aussi pour moi une grosse question. Et comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Merci beaucoup, Rebecca. Je vous propose qu'on fasse une petite conclusion. Enfin, c'est moi qui vais la faire, hein, du coup, mais et puis de voir un petit peu les différents éléments qu'on a abordés. Moi, je garde vraiment en tête, je le redis, hein, mais cette distinction entre expertise communautaire et savoir profane, et comment, en fait, il faut revendiquer l'expertise communautaire en tant justement que vraiment connaissance et non pas l'ignorance qui va avec la définition du savoir profane. Et puis, ces deux démarches qu'a rappelé Daniela qui sont fondamentales, le patient expert et l'expert citoyen, et qui sont des démarches qui visent à prendre le pouvoir. Et je pense que ça, c'est vraiment super important de le rappeler parce qu'on est aussi dans des contextes et dans des milieux où il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir autour de l'expertise, que ce soit un pouvoir symbolique, que ce soit un pouvoir financier aussi, hein, parce que c'est aussi des montants importants qui sont dédiés à l'expertise tous les ans sur un certain nombre de choses. Je trouve qu'il y a eu pas mal de choses autour de comment l'expertise, elle se construit autour de projets, en fait, et l'importance de ces projets sur le long terme. Et ça, c'est vraiment important aussi. On voit que ça prend du temps. Et je dirais que l'expertise malgache que nous a présentée Alfredine, elle est intéressante aussi parce que finalement, elle est beaucoup plus resserrée, hein, sur une structure qui a 4-5 ans d'existence. Et finalement, c'est assez rare, mais ça peut aussi arriver d'avoir cette reconnaissance, on va dire, assez rapide. Mais globalement, c'est vraiment en mettant, je dirais, un peu les mains dans le cambouis et en étant sur le terrain que cette expertise, elle se développe. Et du coup, ça pose aussi des questions, et notamment des questions de l'accès au financement pour monter des projets, parce que du coup, quand on n'a pas de projet pour développer son expertise, l'expertise n'est pas développée, et en même temps, pour avoir accès à beaucoup de financement, il faut déjà avoir démontré son expertise pour être financé. Donc, on est un peu dans une espèce de quadrature du cercle, et l'enjeu du financement est vraiment importante. On a parlé aussi du rôle d'exemplarité, je trouve qu'il était vraiment intéressant en fait sur à quel point est-ce que ces expertises communautaires
elles peuvent être des exemples, que ce soit pour influer au niveau du plaidoyer sur des législations, sur des programmations nationales, etc., que ce soit sur des activités que d'autres structures dont elles peuvent s'inspirer, en tout cas pour mettre en œuvre, développer des activités et elles-mêmes, du coup, développer de l'expertise. Et puis, comment finalement, ce rôle d'exemplarité, c'est aussi à un moment l'exemplarité qui va jusqu'à la formation des personnels, comme dans le cas de VT, où c'est vraiment important. On a parlé très rapidement, mais moi, c'est vraiment quelque chose aussi que je trouve assez fondamental. Florence en a parlé, Alfredine aussi, la valorisation interne et comment c'est important justement de nourrir ce regard qu'on a soi-même sur son expertise communautaire et comment est-ce qu'on en est convaincu. Je retiens aussi que souvent, les initiatives de valorisation, elles sont du fait des communautaires eux-mêmes, au moins au démarrage. Après, quand on a un certain niveau de reconnaissance, d'expertise, on peut être sollicité par l'initiative, par le niveau national, mais en tout cas, au démarrage, c'est toujours, j'ai l'impression, aux associations communautaires elles-mêmes de faire ce travail-là, et donc d'avoir cette construction en fait, au fur et à mesure. Et puis, je garderai pour la fin un peu ce qui était dit. Je crois que c'est Eugénie qui parlait du rôle de l'engagement et de la passion dans cette expertise communautaire. Et je crois que ça, c'est quand même très, très vrai. C'est fondamental dans le travail qui est fait pour construire cette expertise, mais aussi dans le fait de la faire vivre. Et on sait à quel point c'est important sur le terrain. Voilà un petit peu les éléments que moi, je garde de tous ces échanges. Et surtout, donc, n'oubliez pas, faites-vous connaître auprès des pourvoyeurs d'assistance technique qui recherchent de l'expertise communautaire. Je pense que c'est un message super important d'aujourd'hui, hein, que ce soit des expertises individuelles ou collectives. N'hésitez pas aussi à formaliser le cadre de cette expertise communautaire dans vos organisations. Comment vous mettez à disposition ces experts, quels sont les statuts, le cadre, comment ça se passe, etc. Parce que c'est aussi comme ça qu'on arrivera au mieux à valoriser cette expertise communautaire. Voilà. Encore un immense merci à nos cinq brillantes intervenantes du jour. Et je vais laisser le mot de la fin à Laïla de la plateforme ELSA. Merci beaucoup Hélène pour cette synthèse des échanges, merci beaucoup. Donc grand merci aux intervenantes et ainsi qu'à vous les participants et participantes pour votre présence active, pour tous les échanges qu'il y a eu sur le chat, vos questions, vos réponses et surtout votre présence. Merci beaucoup à vous, bonne journée à vous, plein de bonnes choses. Merci.